Merci beaucoup. Et je suis ravie aussi d'être ici, d'ailleurs. Quand je pense à tous les gens à qui j'aurais pu parler dans le monde et quand je me demande qui pourrait vraiment me croire, c'est vraiment MSF. Et le chauffeur de taxi, hier soir, je lui ai expliqué que je travaillais pour MSF. Et il m'a dit, « Ah, mais c'est des gens bien, ils font des choses bien. » Et ce matin, eh bien, on nous a parlé de certaines de ces choses bien. Et ça m'encourage vraiment d'écouter ces histoires. On a parlé de Pet Talks, ces choses-là. C'est vraiment bien. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. J'aimerais maintenant essayer de vous faire imaginer des choses. Au Cap, c'est ce qu'on a toujours fait. On a toujours poussé les choses qui étaient normales et acceptables. Alors voilà. Les soins kangourous, réponses physiologiques, difficultés culturelles et pratiques. Ça, c'est le titre que Mats a choisi. Merci, Mats. Ça m'a aidé à me concentrer sur mon sujet. Et je voulais dire que je travaille à plein temps dans ce domaine. En fait, je ne travaille pas du tout, mais c'est ce que je fais. Et il y a une société qui s'appelle Neurosciences pour l'amélioration des résultats pour les nouveau-nés. Donc, ça fait 10 ans que je me concentre là-dessus. Quelle est la science derrière ce kangourou? C'est son kangourou, on en parle beaucoup. Et au début, c'était un petit peu comme l'homéopathie, c'est-à-dire qu'on avait lancé ça, et puis il y a un petit peu une connotation, les gens pensent que c'est un mythe parfois, mais je vais essayer de vous expliquer tout cela. Donc, les soins kangourous, c'est une définition de l'OMS, une définition très précise qui est dotée d'une stratégie. Ça fait partie de ces lignes directrices dont Mats a parlé et qui ont été publiées par l'OMS. Nous avons eu une réunion à Trieste en 1996, il y a 20 ans, et c'est là qu'on a défini la position kangourou, la nutrition kangourou et la sortie kangourou. Alors ces termes, ce sont des termes que tout le monde peut comprendre. Je ne les aime pas tellement, ils ne sont pas spécialistes, mais la combinaison de l'intervention, tous ces mots ensemble, ça nous donne les soins kangourous. Alors les soins kangourous, c'est une chose qu'on utilise aux États-Unis. Et ce n'est pas ça. Les soins kangourous, c'est le soin peau à peau. Ça se fait avec un bébé stable. Au bout d'un mois ou deux, c'est pas mal, il y a beaucoup d'avantages. Et on a la liste, on a fait des recherches. Juste 1 heure de peau à peau, ça apporte des avantages. Mais le soin kangourou, eh bien, je préfère qu'on utilise le terme contact peau à peau, parce que ça, c'est beaucoup plus scientifique pour moi que le terme de kangourou. Donc, j'utilise cela, le terme de contact peau à peau. Donc, on a la science SSC, donc peau à peau. Le contact, c'est le contact avec la maman. Et en neurosciences ou dans la biologie, où est-ce qu'on utilise cela? C'est l'environnement. Alors, les gènes et l'environnement, G multiplié par E. Et donc, l'environnement interacte avec les gènes pour créer un comportement qui apporte la nutrition. Pourquoi? Parce que le bébé se nourrit mieux. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire nourrir ici. Et les bébés rentrent chez eux plus tôt. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le contact peau à peau, bien, le kangourou, ça veut dire tout le package. La nutrition kangourou, c'est un résultat du contact peau à peau. Et une étude qui avait été faite par Moore en 2012, d'ailleurs, je l'ai mise à jour ce mois-ci, présente cela. Puisque les résultats sont meilleurs au niveau de l'allaitement, les conséquences sont la sortie du bébé. Et donc, il faut se concentrer sur ce contact peau à peau. Autre chose, on parle de soins. Bon, soins, évidemment, c'est une évidence. Les contacts peau à peau, ce n'est pas des soins. Les soins n'ont pas changé. Si PAP n'a pas changé, les surfactants n'ont pas changé. C'est plutôt l'endroit qui change. Et c'est donc le mot-clé ici, c'est le contact, la terminologie. J'aimerais que MSF comprenne. C'est le contact peau à peau, la bonne position, le bon endroit. Et ensuite, on a toute une série de conséquences. Alors, j'ai 4 transparents à vous montrer pour vous expliquer que la
terminologie est particulièrement importante. Ce qui est important, donc, le contact peau à peau qui entraîne un comportement d'allaitement et qui veut dire que les bébés vont se développer le mieux possible suite à cela. Ensuite, la sortie ne fait pas partie de l'intervention finalement. En 88, je faisais sortir mes bébés tard parce qu'ils allaient pendant 2 jours sur un âne pour rentrer chez eux, donc je les gardais un peu plus tôt. J'attendais qu'ils fassent 2-3 kilos et pas avant. Alors, quelle est la réponse au niveau physiologique? Elle dépend de l'environnement du bébé. Cet environnement qui crée l'interaction des gènes, qui crée des protéines et des comportements. Et donc, il s'agit de s'adapter, de passer par une expérience et la reproduction. Je vais vous montrer un programme. Ici, vous avez l'ADN. L'environnement indique à l'ADN à travers l'épigénétique des choses. Ensuite, il y a les circuits du cerveau qui entraînent un comportement, ce qui nous mène à la biologie évolutionnaire. Les réponses physiologiques en biologie sont déterminées par l'environnement, comme tout le reste. Et donc, lorsqu'on a un environnement de naissance, le bébé et la maman, vous les voyez ici, il y a un lien, une sensibilisation qui se fait. Par contre, la séparation entraîne un stress toxique. J'ai mis... Bon, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Je ne vais pas vous en parler pendant 10 ans, hein, évidemment. Mais la question, c'est est-ce que je me sens en sécurité? Quand je me sens en sécurité, que se passe-t-il? Il y a une physiologie qui est complètement différente de lorsque je ne me sens pas sûre, c'est-à-dire la séparation qui entraîne ce stress toxique. Ce que font les nourrissons ont du sens quand c'est lié au corps de la maman. Et il y a toute une question d'anthropologie. Les anthropologistes disent ce genre de choses. Il n'y a que le corps de la maman qui entraîne une signification de ce que fait le bébé. Donc la maman, elle peut être dans une jungle de béton comme ici, ou une forêt tropicale. En tout cas, c'est le même contact peau à peau que nous présentons ici. C'est vraiment l'environnement qui est ce contact peau à peau. Alors, dans cet environnement de naissance, l'organisme doit mettre en place une tâche primaire qui est la transition. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a toute une physiologie de transition. On sort du corps de la maman et on passe à l'air. Donc cette transition, elle est importante. Et ici, c'est un travail qui se fait depuis quelques années. Alors le nouveau-né qui fait la transition vers cet environnement, il a une température plus élevée, un taux de glucose plus élevé, et tout ce dont on a déjà parlé ce matin. Ici, vous avez une explication assez claire, une image thermique avec une caméra thermique. Ici, vous avez les seins d'une femme. Alors, il fait 33 degrés, alors qu'ici, ce sont des seins allaitants. Et là, on voit que c'est 36 degrés, c'est-à-dire que cet environnement, il fournit la chaleur, la nutrition et la protection dont a besoin le bébé, c'est-à-dire les besoins biologiques de ce bébé. Et c'est obtenu par cet organisme qui vient de naître dans son environnement. Donc, on a la chaleur, la nutrition et la protection. C'est tout un package de besoins qui est fourni par l'environnement de la naissance. C'est vraiment clé pour la neuroscience de la naissance et de l'allaitement. Nous avons aussi un processus de création de liens. J'aimerais vous parler un petit peu de la science de la régulation. Ici, nous avons la présence des parents qui permettent de réguler un processus de lien et qui ensuite mène à l'attachement. Mais en même temps, nous avons un processus en aval qui veille à la physiologie, les hormones, les paramètres physiologiques, le comportement également. Nous avons donc un contrôle physiologique, mais aussi un contrôle sociologique et émotionnel.
Alors très rapidement maintenant, le haut de l'iceberg dont on a parlé hier, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr soutenir l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone de reproduction. C'est une hormone de santé, c'est aussi une hormone sociale. Et ce qu'on fait à la naissance, vous voyez que les enfants qui allaitent, qui vocalisent et qui sont tactiles, créent de l'oxytocine qui ensuite va se combiner avec la dopamine. Et lorsqu'on crée l'oxytocine, et on a les récompenses, c'est la dopamine. Et là, on a le moteur des liens qui se crée. Et ça commence quelques minutes après la naissance. Donc, quand on a on va avoir ce côté social qui est une récompense. Et la combinaison d'oxytocine et de dopamine nous permet de contrôler le cortisol. Et une fois qu'on contrôle le cortisol, on peut avoir la résilience. Vous savez la définition de la résilience, la capacité d'être en bonne santé au niveau émotionnel suite à une expérience de stress. Et donc la résilience est déjà dans le cerveau du nouveau-né dans sa première heure de vie. C'est une chose qu'on ne comprenait pas il y a quelque temps. Il y a des conséquences maintenant pour la santé, mais le résumé de ma neuroscience, c'est ici. Vous avez tout ça ici. La résilience entraîne la santé au niveau de la population et non pas, au contraire, de la vulnérabilité. On sait que la population de nouveau-nés est très vulnérable parce que souvent, les bébés reviennent, les coûts d'assurance de la première année d'un bébé sont plus élevés que les coûts des soins d'urgence. Et donc, nous avons cette neuroscience qui est sous-jacente à tout cela. Donc, la clé de tout cela, c'est, on l'observe dans la physiologie, et j'aimerais vous présenter très rapidement les recherches de terrain. On a l'allaitement qui est la conséquence du contact peau à peau. Ici, vous avez un bébé vietnamien qui est à 29 semaines de gestation, 15 minutes de vie. Il n'a pas été séparé de la maman. Et là, vous voyez qu'il est rouge, pas de détresse. Et on voit que ce nourrisson commence déjà à allaiter. C'est un bébé qui régule, qui ouvre ses yeux un tout petit peu. Et quand ses yeux s'ouvrent, on voit que le circuit de lien, de création de liens fonctionne avec l'oxytocine. Et donc, pour ne pas passer trop de temps là-dessus, l'allaitement que fait ce bébé, eh bien, ce bébé va devoir se nourrir, mais téter, c'est vraiment un comportement physiologique qu'il faut protéger et même pousser. Maintenant, on avance. Ici, vous avez un bébé qui a 26 semaines, un bébé numéro 8. Alors, on lui donne des soins très particuliers avec l'une des infirmières qui l'a fait. 26 semaines, hein. Donc, un bébé qui reçoit de l'oxygène. Et là, je peux vous expliquer. J'ai pris quelques photos parce que j'avais peur que la vidéo ne fonctionnait pas. Vous voyez que les yeux sont ouverts. Là, c'est juste un flux d'oxygène. On n'a pas le CPAP. Le CPAP, on pourra peut-être l'utiliser plus tard. Il en aura peut-être besoin, tout à fait. Mais là, sans séparation de la maman, le bébé reste stable. Il est en contact peau à peau. Ici, vous voyez la maman. Et puis, cette petite vidéo, je n'ai pas le temps de vous la montrer, mais on voit la saturation ici. Et c'est exactement cela, la physiologie, qui est une preuve de cette transition qui réussit vers la vie hors de l'utérus. Ce que font les enfants, c'est toujours logique quand ils sont près du corps de la maman. Ici, vous voyez que c'est 26 semaines. C'est un tout petit bébé de 26 semaines. Il tète et on lui fournit une canule. Il n'y a pas de pointe. Ici, c'est un bébé qui a 1 semaine. Au Zimbabwe, on donnait directement le lait depuis le sein. Et puis, ici, vous avez le CAP. Là, le bébé qui a le bubble CPAP. On a le tube orogastrique et puis le bébé, il tète. Il tète. Donc, on protège le fait de téter. Ici, vous avez la même photo
photo. Björn, où êtes-vous? Ça, c'est une photo qui m'a été donnée par Björn. Donc, à 26 semaines, avec un CPAP une fois de plus, vous voyez, on l'a. Mais il tète, ce bébé. Et grâce à cela, on réduit le FiO2. C'est une preuve qui montre qu'on travaille avec la nature et non pas contre la nature dans un environnement qui est sûr. Et puis de manière plus globale, on a parlé du lien, de l'attachement qui se crée et du rôle de l'oxytocine. Et puis, on a la séparation et le rôle du cortisol. Et donc, le stress toxique, il peut se définir en tant qu'absence de protection qui est représentée par le soutien des adultes. Et ça, c'est très important. Je parle trop vite, vous ne pouvez certainement pas noter. Mais le stress toxique, c'est l'absence de la protection qui est apportée par le soutien des adultes. Donc, ça produit du cortisol qui modifie l'architecture du cerveau. Je pense que vous connaissez, je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, vous avez le résumé de la physiologie. Il s'agit donc du rôle joué par la physiologie quand il s'agit de prendre une décision. Est-ce que le bébé est en sécurité? Finalement, c'est le rôle de la neuroréception, l'évaluation de la menace. SSC, safe, donc sécurisé, régulation et l'attachement. La séparation, le stress, le cortisol, la séparation, réflexe de défense. Eh bien, dans ce bébé de 26 semaines, la biologie fonctionne. Le bébé a besoin de la technologie en plus. Et nous protégeons le bébé qui tète, la physiologie de l'enfant qui tète. Ce n'est pas la même chose que l'allaitement. C'est l'étape clé. Alors, je pensais parler des obstacles pratiques et puis on va parler aussi des obstacles culturels après. Donc, du point de vue pratique déjà, au moment de la transition, si cette transition ne fonctionne pas, vous avez ensuite une cascade de dérégulation avec l'infection, hypoglycémie, bradycardie, hypothermie. C'est une cascade qui mène à l'instabilité et ces enfants instables sont exclus des études sur la méthode kangourou. Et c'est pourquoi la méthode kangourou a un impact sur la mortalité, mais seulement sur la mortalité de ceux qui survivent. On peut sauver 11 000 bébés par an, mais pas les 11 millions, non pas inclus, et qui sont dans votre classification de priorité. Je vous remercie pour cela. Et donc, nous avons la possibilité avec le pot contre pot d'éviter l'instabilité. Alors, voilà les résultats d'une étude au Zimbabwe, le contrôle historique, la courbe de survie, 10%, 1500. Et j'ai déplacé la courbe de survie vers la gauche grâce au pot contre pot. Avec le CPAP, ça aurait pu aussi être encore plus déplacé. Mais je ne l'avais pas dans ces circonstances. Et ensuite, j'ai les résultats d'amélioration de la mortalité. Et si cela fonctionne, c'est parce que pendant les 6 premières heures, il y a stabilisation. Et ce graphique vous montre par une étude randomisée et contrôlée les résultats. Et le même effet apparaît ici. Le pot contre pot dans une étude randomisée contrôlée montre que l'effet de stabilisation par rapport à l'incubateur. Donc, il existe un raisonnement scientifique sous-jacent. Le contact peau contre peau immédiat entre le bébé et le parent. Les pères sont des parents aussi. Il peut même s'agir de grands-parents, de conjoints, n'importe qui d'autre peut le faire. Et nous le faisons dans la salle d'opération déjà. Et actuellement, donc il y a ma femme ici sur la photo. Ce travail porte sur les doulas qui viennent aider à la naissance, à l'accouchement naturel. Et ensuite, on a la kangaroula qui vient aider à l'allaitement dans ses premières minutes très précieuses de vie. Voilà ce qu'elle fait. On ne voit pas exactement ce qu'elle fait, mais elle vérifie qu'il n'y a pas de séparation
Là, il y a les pères qui apparaissent. Au Zimbabwe, vous avez une grand-mère qui s'occupe de jumeaux. Et donc, pour éviter la séparation, pour assurer un contact peau contre peau en continu, il faut plus que la mère. Il faut un père et sans doute même une autre mère, hein. La mère de choix, choisie par la mère, première mère en Afrique. Et la technique, c'est pour assurer ce contact permanent, il faut éviter l'apnée obstructive des voies respiratoires. Et il faut garder des cycles de sommeil d'1 heure chez le bébé avec des périodes d'alimentation petites et fréquentes, courtes et fréquentes, avec ce cycle d'1 heure ou 90 minutes. Alors là, vous avez un résumé de ce que je viens de dire. Un récapitulatif. Alors, pour ce qui est des obstacles culturels, on peut avoir plus de discussions maintenant. Et là, je vérifie. L'horaire, ça va, merci. Du point de vue culturel, ce que je dirais, c'est qu'il faut faire attention quand on utilise le terme de kangourou. Quand je suis arrivée au Cap, en Afrique du Sud, vous aviez un petit peu la justice kangourou qui avait une autre connotation. Dans certaines cultures, kangourou, c'est négatif comme connotation. On peut utiliser d'autres animaux comme les écureuils. Mais en général, d'ailleurs, j'ai entendu quelque chose qui m'a plu et que j'ai noté. En Afghanistan, la mère, c'était... Bon, l'idée, c'était de faire grandir le bébé dans la chaleur de la mer. Alors, il faut utiliser les expressions pour en faire le principe. En Kugona, chez les Zoulous, ça veut dire câlin. Ça veut dire serrer contre soi. Donc, attention aux termes que vous utilisez. Et deuxièmement, surtout chez MSF, la culture n'est pas sacro-sainte non plus. La culture, elle évolue également, elle est fluide. Et vous arrivez parfois dans une culture, hein, le 1er juin par exemple, qui a changé depuis 10 ans ou 13 ans, ou dans l'esprit des grands-mères, par rapport à ce qu'elles avaient à l'esprit. Et lorsque nous arrivons, nous, vous, moi, chez MSF, lorsque vous arrivez sur place, vous apportez une nouvelle culture. Vous pouvez prendre cette responsabilité. D'ailleurs, c'est ce que vous faites depuis le début. Vous l'avez fait avec succès dans l'environnement VIH. Et le monde vous est reconnaissant pour ça, surtout lorsque vous venez d'Afrique du Sud, où c'était un gros problème, le VIH. Alors, il y a une culture dont on peut se rendre responsable, propriétaire. Alors là, vous avez des photos tirées de l'unité d'Evals et vous voyez là l'incubateur, toute la technologie. Et il y a un lit pour adultes, un lit d'adulte. Donc, ça se passe de commentaires. Cet homme, quand il est arrivé, a dit « Ah, j'ai oublié mon pyjama, zut !» Mais vous avez mis en place une culture qui lui dit que c'est pour lui ce lit-là, c'est là qu'il va dormir ou s'installer. Oui, il faut donc cet espace. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on réorganise d'ailleurs cette unité, donc il faut prévoir cet espace. Mais évidemment, l'espace, c'est la condition sine qua non, parce que c'est là que l'on peut assurer la prise en charge du bébé. Il a 25 semaines, ce bébé. Il est sur ses papes. Et là, vous avez la mère, son enfant tout petit, malade, ils sont dans le même lit. Et là, vous avez des triplés. C'est des images qui concernent cet hôpital ici. 1, 2, 3, donc il faut aussi le père, hein, il faut une équipe. Au Cap, une mère très malade qui reçoit sa 6e dose de nétrosol, elle a une césarienne et en plus, et son bébé quand même est installé sur elle. On peut donc mettre en place cette culture, on peut être responsable, on est responsable de cette culture de soins. Et en parlant avec la population locale, eh bien, ça peut être plus facile. La communauté musulmane nous a beaucoup aidés. On a parlé aux imams et le prophète lui-même dit expressément qu'il est bon d'allaiter son enfant. Et donc, si on le fait de manière intelligente, ça ne pose pas de difficulté dans ces communautés. J'avais encore 2 remarques importantes à faire. Ça, c'est le thème d'il y a 2 ans. Aucune vie n'est trop petite. La journée mondiale de la prématurité de 2015. Est-ce que on peut dire qu'une vie est trop petite? On parlait de ceux qui ont 24, 25, 26 semaines de gestation. Et on a entendu dans les présentations d'aujourd'hui que
enfants, s'ils font moins d'1 kilo, eh bien, parfois, ils n'arrivent pas dans l'hôpital parce que la communauté elle-même sait que le bébé est trop petit pour survivre. Voilà la réalité. 21, 22 semaines dans le monde en développement, ça peut être ça. Et moi, je voudrais jeter un regard différent là-dessus. J'ai présenté les données biologiques. La biologie, la peau contre la peau, le contact peau contre peau, c'est la biologie normale des nouveau-nés et des prématurés. Donc, du point de vue éthique, la Convention sur les droits de l'enfant est bien dit qu'il faut défendre les intérêts de l'enfant avant toute chose, dans tout ce qui concerne l'enfant. L'Association mondiale de la santé mentale des enfants en bas âge, il y a 2-3 mois, a produit un article sur la position des nouveau-nés. La voilà. Un document sur la position, sur les droits, pardon. Un document, pardon, de position, correction, sur les droits des enfants en bas âge. On sait maintenant quel est l'impact de la naissance sur la santé psychologique des adultes. Et donc, le statut du nouveau-né doit comprendre une valeur égale par rapport à la vie, le droit à la vie. Et on parle de ce qu'il faut apporter au nouveau-né comme amour, comme sécurité physique et affective. Ce sont les droits fondamentaux du nouveau-né. Et à gauche, les enfants présentant des pathologies limitatives à leur vie doivent avoir accès à des services palliatifs. Dans les communautés utilisant le système kangourou, et je dis ce terme, on note que quand les parents peuvent se trouver avec l'enfant qui est en train de mourir, eh bien, on voit une évolution bénéfique, une évolution positive de nouveau-né. Et finalement, c'est aussi les conditions ou les antécédents de la mère elle-même qui ont un impact plus que la culture. Et donc, je reviens sur le principe qu'aucune vie n'est trop petite pour que l'on offre à cet enfant les soins humains essentiels, et donc le contact peau contre peau. Alors, par conséquent, très vite, dit-il, il nous manque des preuves pour cela, mais c'est pour bientôt. Un essai randomisé contrôlé est prévu avec plus de 4000 enfants d'Asie et d'Afrique. Et parallèlement, nous allons faire une recherche sur les mécanismes avec 1000 bébés de 800 grammes. Et les soins maternels kangourous représenteront le groupe de contrôle pour voir ce qu'il en est du contact peau contre peau. Donc, aucune vie n'est trop petite pour ce contact peau contre peau.